Hello, good morning. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine, je suis également une coach certifiée en relations amoureuses et en hypergamie. Le but de ma chaîne est de pouvoir analyser les différents couples formés par vos célébrités afin de vous donner les meilleurs conseils et les meilleures astuces pour que vous aussi, vous puissiez être dans des couples épanouis et être en hypergamie. Mon mail est affiché ci-dessus. N'hésitez pas à me contacter si besoin, soit pour que l'on puisse faire un bilan, pour que je puisse vous donner mes conseils sur une problématique en particulier, ou si tout simplement vous voulez me suggérer des idées de vidéos pour la prochaine fois. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, commenter, liker et également à partager la vidéo. Pour les intéressés, je fais également du contenu privé réservé aux membres, donc je vous invite à devenir membre de la chaîne. Alors, le sujet du jour, aujourd'hui, nous allons parler de MHD. Petite pause avant de continuer sur la vidéo du jour. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'organise ma toute nouvelle masterclass qui s'intitule Protection juridique et financière dans le mariage. Cela va être un contenu privé de plusieurs heures. On parle d'un contenu de plus de 3 heures fait avec l'aide d'un avocat. Et on va parler tout simplement des choses légales qu'il faut connaître avant de se marier. Et également des clauses dans le droit français qui vont vous permettre de vous protéger de manière juridique dans le mariage. Protéger vos enfants nés avant, pendant et après le mariage. En somme, je vais vous donner toutes les clés en main pour que vous puissiez tout simplement vous marier dans de bonnes conditions et avoir une garantie financière lors de votre mariage. Je mettrai toutes les informations nécessaires dans l'onglet communauté avec le programme détaillé de la masterclass et également comment me contacter à ce sujet. Commençons par le commencement. Donc, dans la première partie de cette vidéo, je vais vous présenter le protagoniste principal de notre histoire qui n'est personne d'autre que MHD. Nous allons parler de son parcours familial, académique, musical et également des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous parlons de lui. Ensuite, dans le second temps, nous allons, comme j'aime à le dire, parler la langue de Molière. Nous allons parler son langue de bois, nous allons parler français et je vais vous donner mon ressenti réel de manière objective par rapport à toute cette histoire, notamment avec ses démêlés, avec la justice et également on va dire, du positionnement de sa compagne par rapport à l'attente de MHD suite du coup à sa future incarcération. On a aujourd'hui une femme qui se prend pour Winnie Mandela 2.0 et donc je vais développer tout ça dans la seconde partie. MHD, de son vrai nom Mohamed Silla, est né le 10 septembre 1994 en Vendée, ce qui fait qu'actuellement il a 29 ans. Alors c'est un rappeur, acteur français et il naît d'un père guinéen et d'une mère sénégalaise. Il naît en Vendée, comme je viens de le dire. Ensuite, sa famille va déménager à Paris lorsqu'il est âgé de 2 ans. Sa famille va d'abord déménager dans le 18e arrondissement de Paris, ensuite dans le 19e, dans le 20e, pardon, et enfin, donc va poser définitivement ses valises dans le 19e arrondissement de Paris en 2003 dans la cité des Chaufourniers, également connue comme la Cité Rouge. Sa mère est employée dans la cantine d'une école et son père est employé dans les snacks. Déjà, première chose intéressante à noter ici, c'est le statut socio-professionnel des parents. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que moi d'abord je suis une scientifique, je suis quelqu'un qui adore lire à la fois la sociologie mais aussi pas que l'économie, la psychologie, la finance parce qu'en réalité tout ça est relié. Et lorsque vous lisez les rapports de l'INSEE, vous vous rendez compte en fait d'une chose qu'on appelle la reproduction sociale. C'est-à-dire que aujourd'hui, un enfant de cadre a de très fortes chances de finir cadre comme ses parents. C'est-à-dire de faire de grandes études comme ses parents et de suivre en fait cette voie salariale. Un enfant d'ouvrier a de très fortes chances, lui aussi, de finir ouvrier comme ses parents. C'est ça la reproduction sociale. C'est important de le comprendre aujourd'hui dès le départ.
Et plus on va monter sur l'échelle sociale, plus vous allez comprendre que la reproduction sociale est absolument criante. Je vais prendre l'exemple de Polytechnique parce que c'est l'école de laquelle je suis issue. Un enfant de polytechnicien a de très fortes chances, lui aussi, de faire Polytechnique ou, s'il n'a pas l'X, de faire Centrale ou de faire les mines. On a vraiment en fait un écosystème qui va se reproduire de génération en génération parce que les conditions en fait familiales vont stimuler en fait tout simplement ce destin. Ça, c'est la première chose à comprendre. Ensuite, autre chose que j'aimerais ajouter, ce sont les propos d'un philosophe et d'un sociologue. À l'époque, il disait que pour légitimer la colonisation, il fallait créer une sorte de dichotomie entre les hommes et les sous-hommes. C'est-à-dire que pour être homme, pour être humain, il fallait être du côté de la culture, il fallait être cultivé, avoir un grand savoir, un grand bagage intellectuel. Et pour légitimer la colonisation, pour vraiment coloniser ces sous-hommes, il fallait en fait créer un fort rapport entre les colonisés et la nature. Donc en fait, tout ce qui était lié au corps, tout ce qui était lié au divertissement. Et donc c'est la raison pour laquelle dans les médias, on a toujours peint l'homme noir comme quelqu'un de divertisseur, comme un homme qui est là pour divertir le peuple, en l'occurrence l'homme blanc. Donc tout le corps de l'homme noir est dédié au divertissement de l'homme blanc. Et aujourd'hui, quand on regarde de manière vraiment objective, bah c'est le cas. Les hommes noirs qui nous sont présentés à la télé sont des rappeurs, des chanteurs, des footballeurs. Donc tous ces gens-là vont toujours, tout le temps évoluer dans le domaine du divertissement au profit d'une autre catégorie de personnes. En d'autres termes, pour dire de manière un peu crue, les Noirs de France, notamment ceux dans les cités, sont prédestinés à évoluer dans les domaines suivants, soit le domaine du sport, en l'occurrence du football. Il suffit pour cela de prendre l'équipe de foot française, vous allez vous en rendre compte, soit évoluer dans le monde de la musique, à savoir tous les rappeurs, les Gims, etc., etc., ou alors, s'ils ne veulent pas choisir ces deux voies-là, eh ben, la voie en fait de l'illégalité, à savoir la vente en fait de poudre blanche, etc., etc. En réalité, les Noirs de France sont prédestinés à suivre ces trois chemins-là. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, ça n'engage que moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de respect, ni de reconnaissance, ni d'admiration lorsque je vois un jeune homme noir de cité de France faire de la musique et réussir. Faire du foot et réussir. Ça ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne moi, à titre personnel, c'est un jeune homme qui va aller au-delà de ce qui était attendu pour lui. Un noir de cité qui vient d'une famille pauvre, peu privilégiée, mais qui va se retrouver à devenir neurochirurgien, qui va se retrouver à Polytechnique, qui va se retrouver à Centrale, qui va se retrouver au MIT. Moi, ces personnes-là, j'ai du respect pour eux, j'ai de l'admiration pour eux. A contrario, bah, un noir qui fait du foot et qui perce, entre guillemets, un noir qui fait du rap et qui perce, j'ai presque envie de dire que c'est banal, quoi. Ça ne m'impressionne pas. En tout cas, je ne vois aucune fierté là. Et ben, on est un petit peu dans ce cas de figure-là, parce qu'on va priver à l'homme noir la culture, pardon, le savoir, et on va le diriger vers le divertissement. Pour revenir à MHD, le cas de MHD est en réalité très simple. C'est-à-dire qu'on a un noir de France, de cité, qui ne va pas réussir à faire son ascension sociale par la voie scolaire, donc pour qui l'école est complètement facultative. On a quelqu'un ici qui n'a pas de grands diplômes, qui n'a pas de grandes ambitions par rapport à la voie scolaire, la voie académique, la voie corporate, mais qui va trouver son succès dans les carcans en fait qui lui sont destinés, c'est-à-dire à savoir le rap et éventuellement le sport. En l'occurrence ici, c'est le rap. Donc, c'est quelqu'un qui va connaître son ascension sociale en faisant du rap. Et la particularité de MHD, c'est que c'est un visionnaire, du moins dans ce domaine. Dans le sens où il a réussi du coup à mélanger cette double culture qui est la sienne, à savoir la culture africaine, donc celle de ses parents. Il va mélanger des centra-africains à la culture du hip-hop, parce que lui aussi, c'est un jeune parisien. Il a grandi à Paris, notamment dans le 19e. Donc, il arrive à créer un style qui lui est particulier. Il arrive à toucher de large public, en fait, un public assez intéressant. Surtout que, voilà, un truc qu'il faut absolument féliciter dans son rap, c'est qu'il ne va jamais être dans la vulgarité, jamais être dans l'hypersexualisation des femmes. Il est toujours dans des textes light, légers, soft, que les enfants peuvent écouter, sur lesquels les parents peuvent danser.
Je me rappelle par exemple de Fais le move, voilà, c'est un son qui est marrant, qui est mignon, c'est léger en fait. Et donc les gens ont envie de danser sur ça, les gens ont envie presque voilà, de donner de l'argent à MHD parce qu'il fait de la bonne musique, parce qu'il n'est pas toujours dans les caricatures et parce qu'il apporte un vent en fait de nouveauté sur la scène hip-hop ici en France. Ce qui, selon moi, a également plu aux gens, pardon, c'est que MHD, parce que c'était un enfant en fait qui n'avait pas de problème avec la justice à l'époque, qui était inconnu des services de police, qui n'avait pas de casier judiciaire et qu'il avait une activité rémunératrice bien connue, puisqu'à l'époque il travaillait au sein d'une pizzeria, et ben en fait il arrivait à refléter tout ça dans son art, dans sa musique. Donc il était vraiment bien apprécié. Mais le problème, c'est que MHD reste un jeune qui a grandi dans une cité. Et lorsqu'on est jeune, on est très facilement influençable d'une part, le regard de l'autre est très important sur nous, et enfin, on a ce besoin d'appartenance qui est très fort. On a envie d'être inclus dans son groupe, on n'a pas envie d'être exclu. Et donc, pour maintenir justement ce lien fort avec le groupe, on va faire des choses qui peut-être vont aller à l'encontre de notre moralité, de nos valeurs, mais ces choses-là qui sont valorisées dans le groupe. On est prêt à tout pour être valorisé, validé par le groupe auquel on souhaite appartenir. C'est ça qu'on appelle le besoin d'appartenance. En l'occurrence, ici, on a un jeune qui a grandi dans une cité à problème, qui avait notamment des problèmes avec une autre cité. Et donc, entre ces deux cités, il y avait des guéguerres et vraiment un enchaînement de violences sans nom, de violences gratuites, puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle les cités continuent en fait de se faire la guerre entre elles. C'est absolument incroyable. Donc on a un jeune homme qui va être pris en fait dans ce tourbillon entre d'un côté son envie d'être loyal avec son groupe d'appartenance, avec les amis avec lesquels il a toujours grandi, et de l'autre tout simplement une nature qui ne lui ressemble pas. Et c'est ça en fait en réalité le problème de MHD, c'est qu'il n'a pas su, selon moi, faire la part des choses. Ensuite, ce besoin d'appartenance a vraiment été mis à rude épreuve, étant donné que des personnes qui habitaient dans la cité opposée à la cité de MHD lui lançaient constamment des pics en disant voilà, tu n'es plus un des nôtres, tu n'es plus un gars de cité, maintenant que tu es riche, maintenant que tu as fait ton ascension sociale, tu fais partie en fait des gens de l'autre côté du périph', t'es un bobo, t'es un bourgeois, nous on ne te reconnaît plus. Donc il y a vraiment toutes ces piques qui étaient lancées constamment en fait à MHD, qui selon moi a contribué également à la chose que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, et ça je l'ai toujours dit, lorsque vous faites votre ascension sociale, il faut absolument vous débarrasser des personnes qui ne veulent pas faire elles aussi leur ascension avec vous. C'est-à-dire que si vous êtes en train de monter, vous devez monter uniquement avec des personnes qui ont la même vision des choses que vous, qui ont ce même besoin d'échapper à la misère. Pour dire vulgairement, lorsque vous quittez la cité, si vous voulez absolument partir avec des gens, partez avec des personnes qui, elles aussi, veulent quitter la cité. Les personnes qui veulent rester, en fait, tout simplement, dans des conditions misérables, exécrables, difficiles, laissez-les dans leur coin. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas sauver tout le monde et vous ne ferez jamais l'unanimité. Donc, si vous faites votre ascension sociale, il faut se séparer des personnes qui vont vous tirer vers le bas. Tirer vers le bas, en réalité, a plusieurs sens. Ça peut être sur le plan financier. On connaît tous, notamment dans les familles africaines, lorsqu'une personne a fait des études, commence à travailler et à faire son argent, il y a toujours un oncle, une tante qui va demander de l'argent presque chaque fin du mois, comme si c'était un salaire, comme si c'était un dû. Ce genre de personnes-là sont des boulets. Vous devez les laisser derrière vous. Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi ce type de personnes qui vont toujours en fait essayer de vous faire culpabiliser de vouloir une vie meilleure en disant mais écoute, nous on est bien ici, pourquoi est-ce que tu te sens supérieur à nous, pourquoi est-ce que tu veux nous quitter, nous abandonner, est-ce qu'on n'est pas suffisamment bien pour toi? Ça, c'est un autre exemple de personnes. Enfin, il y a aussi des personnes qui vont toujours dans leur tête vous ramener, en fait, parce qu'ils ont une grande influence sur vous, vont vous ramener, vont vous pousser à faire des choses auxquelles vous êtes fondamentalement opposé par rapport à vos valeurs, par rapport à vos mœurs. Il y a vraiment tout un exemple, toute une catégorie comme ça de personnes, mais vous devez faire la part des choses. Quand vous faites votre ascension sociale, quand vous grimpez, entre guillemets, quand vous percez pour parler vulgairement, vous devez vous débarrasser des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Des personnes qui vont vous ralentir, des personnes qui vont être des boulets pour vous, des bagages pour vous. Vous devez uniquement vous entourer des personnes
qui ont la même vision des choses que vous, des personnes qui veulent votre bien, des personnes qui vont vous pousser à aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Le reste, vous devez absolument les laisser tomber. Et ça a été une erreur fatale pour MHD, puisqu'à mon avis, il voulait rester loyal. Il y a eu toujours ce fort besoin d'appartenance au groupe qui était toujours présent. Mais de l'autre côté, les personnes avec qui il traînait, je suis désolée, ce sont des personnes qui n'ont rien à faire. Il n'y a pas de job, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de business, il n'y a pas de diplôme. Ils te voient en train de percer. Eh bien, tout le monde n'est pas content, déjà, premièrement, que tu puisses réussir. Et de l'autre côté, les gens n'ont rien à faire. Donc, les gens avec qui il traînait, selon moi, sont toujours restés dans ces problématiques vraiment de bassesse en fait, de cité, c'est-à-dire cité X contre cité Y, un tel a gardé ma copine, un tel a dragué ma copine, donc je vais aller me battre. On est vraiment dans une sorte de gladiator 2.0, gladiator du 21e siècle, où les gens vont aller se battre pour des raisons qui restent obscures. La raison pour laquelle je parle aujourd'hui de MHD, c'est que tout simplement, il a été accusé du meurtre de Loïc K, un jeune homme de 23 ans pris à partie par une dizaine d'individus, donc les jeunes de la cité de MHD, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 à Paris. Et donc, la justice française a reconnu le 24 septembre 2023 MHD comme étant coupable de ce meurtre, lui et plusieurs de ses acolytes. On parle en fait de crime, en fait, on parle vraiment de barbarie, tellement la mort de ce jeune homme a été violente. Et MHD a été condamné du coup à une peine de 12 ans de réclusion criminelle. Et aujourd'hui, nous savons, à l'heure où je vous parle, donc le 7 octobre 2023, qu'il a fait appel par rapport à cette décision. Et donc, on convient bien évidemment à la justice de donner une suite favorable ou non à cet appel. Je fais exprès de passer vraiment les détails de ce qui est arrivé à Loïc, paix à son âme, parce que c'est vraiment de la barbarie. On parle d'actes de barbarie avec beaucoup de choses qui sont choquantes et voilà, MHD a été reconnu coupable. Moi, dans cette vidéo, mon but, ce n'est pas de dire si oui ou non il est coupable ou non. Ce n'est pas à moi de le faire. Je ne suis pas juge et je ne suis pas mêlée en fait à cette histoire ni de près ni de loin. Tout ce que je peux dire, c'est tout simplement une analyse par rapport à ce qui a été rendu de manière objective, à savoir une décision judiciaire. À présent, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo et nous allons parler français. Nous allons parler la langue de Molière. En réalité, cette histoire est bien malheureuse. Elle est presque digne d'une tragédie gréco-romaine parce qu'on y retrouve tous les éléments, c'est-à-dire l'ascension sociale, l'argent, le succès, les mauvaises fréquentations, la violence et à la fin le sang et la mort d'un protagoniste. C'est bien malheureux parce que rien ne va dans cette histoire. Et le premier point sur lequel je martèle, c'est la fréquentation. Aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, vous devez comprendre que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus clair de notre temps. Donc si vous traînez avec 4 personnes qui sont complètement stupides, qui passent leur temps à gossiper, sachez que vous avez de très fortes chances de devenir la 5e personne. Si vous passez votre temps avec 4 personnes ambitieuses, entrepreneurs, qui font de grandes études, sachez que parce que l'énergie va être communiquée de manière subconsciente, vous allez vous aligner à leurs objectifs et vous allez avoir la même vision des choses et vous allez, vous aussi, avoir de grands objectifs, avoir de grandes visions des choses. L'énergie, ça se communique. Donc quand vous passez votre temps avec des personnes qui ne font rien de leur vie, qui ne vont pas à l'école, qui n'étudient pas, qui ne veulent pas progresser dans la vie, sachez que ces personnes vont vous influencer de manière subconsciente. C'est la raison pour laquelle il faut être absolument catégorique et très ferme sur l'entourage que l'on aura, sur les fréquentations que l'on aura et sur les personnes à qui vous laissez accès à vous, à votre intimité, à votre amitié. Il faut être drastique sur ce point. Une personne qui n'a pas d'ambition ne peut pas marcher avec vous si vous voulez aller quelque part. Une personne qui refuse de faire son ascension sociale ne peut pas vous accompagner dans votre ascension sociale. Il faut être sélectif par rapport à vos fréquentations, par rapport à vos amis. Ça, on ne vous le dira jamais assez. Ensuite, le second point que je voulais aborder, c'est le point en fait sur la copine de MHD.
Je dis bien copine, je ne parle pas de femme, parce qu'en France, seul le mariage civil est reconnu comme tel. Tous vos mariages coutumiers religieux ne comptent pas, ce n'est pas reconnu par l'État. Seul le mariage devant un officier de l'État compte. D'accord? Donc la concubine, ou si vous voulez la copine de MHD, qui aurait déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle était prête à attendre MHD jusqu'à sa sortie de prison, donc en l'occurrence ici 12 ans, pour continuer le cours de sa vie. Et j'ai pu lire de part et d'autre, notamment de la part des hommes, que c'était un acte héroïque, qu'elle était loyale et que les femmes devraient presque tirer des leçons et prendre des leçons également de cette jeune femme. Ma première réaction a été de rire. J'ai beaucoup ri. Parce qu'on ne parle pas ici en fait de Nelson Mandela, ni de Winnie Mandela. On ne parle pas ici de quelqu'un qui est allé en prison pour ses idées, qui est allé en prison pour un idéal, qui est allé en prison pour ce en quoi elle croit, pour lutter contre l'injustice. On parle d'un homme qui a été reconnu coupable devant la justice du meurtre, de barbarie, d'un autre homme, SDF, qui n'avait rien à voir dans l'histoire. Donc, où est l'acte héroïque dont vous parlez? Je le cherche et je ne le trouve pas, je ne le vois pas. Je vais vous dire une chose, la seule catégorie de personnes que je respecte en prison sont des personnes qui sont là-bas pour leurs idées. C'est-à-dire qu'elles ont été emprisonnées parce qu'elles ont voulu lutter contre l'injustice à un moment donné. Ces personnes-là, j'ai du respect pour elles. Les autres, je n'ai absolument aucun respect, presque un désamour, une forme de dégoût pour ces personnes-là. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont grandi avec des carences émotionnelles, des carences psychologiques, des problèmes vraiment familiaux, des daddy issues, comme on dit. Et donc, ces personnes-là vont être attirées par des bad boys, vont être attirées par des personnes incarcérées, par des personnes qui vont sortir du système, en fait. Mais j'ai presque envie de vous dire, quitte à apprendre un mec qui est tombé parce qu'il a vendu de la farine, prenez un criminel en col blanc. C'est-à-dire qu'un homme qui aura commis un crime, où en fait il nécessite de la matière grise pour être commis en fait. C'est-à-dire que même pour expliquer cet acte criminel à quelqu'un, il faut que la personne en face puisse avoir de la matière grise, puisse mobiliser en fait ses facultés cognitives pour comprendre ce que cet homme a commis. Voilà. Si vous voulez un criminel, prenez un criminel en col blanc. Je vous le dis et je vous le répète. Cela n'engage que moi, bien évidemment. J'ai envie de vous dire que un exilé fiscal, une personne qui fait de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale, une personne qui est comme Bernard Madoff, qui va créer une pyramide de Ponzi, pourquoi pas? Une personne qui est comme comment il s'appelle? Jordan Belfort, pourquoi pas? Une personne, pour ceux qui sont dans la finance de marché comme moi, qui va commettre en fait un délit d'initié. Quelqu'un qui va aller manipuler le cours de la bourse. Quelqu'un qui va aller manipuler le rebord. Voilà des personnes en fait qui sont intéressantes. Si vous voulez évidemment avoir ce côté bad boy, je suis avec un criminel, prenez des criminels en col blanc. J'ai même envie de vous dire qu'il y a une hiérarchisation de crimes dans les prisons. Lorsqu'on sait pourquoi tu es incarcéré, bah, le respect qui t'est dû est totalement différent. C'est la raison pour laquelle les prisonniers politiques sont à part, les prisonniers, les criminels entre guillemets en col blanc sont à part et ne sont pas mélangés en fait à la foule. Parce qu'il y a des crimes qui font honte. Je vous le dis. Tuer un homme sans défense, c'est honteux. Je vous le dis. Tomber pour vendre de farine, c'est honteux. C'est même pas marrant, c'est même pas chic, quoi. J'ai envie de dire, c'est banal. Je vais à la cité, il y a 10 personnes qui sont tombées pour le même crime. Mais créer quelque chose comme un délit d'initié, une pyramide de Ponzi, un Jordan Belfort 2.0, je me dis, ça c'est intéressant. J'ai envie de connaître l'histoire, et si la personne est même douée, elle peut revendre son histoire à Netflix et se faire encore plus d'argent. J'ai presque envie de dire que dans la médiocrité, soyez au moins excellent. Quitte à être dans la médiocrité à sortir avec des prisonniers, choisissez des prisonniers quand même avec un cerveau. Une personne, voilà, qui va prendre des années, certes, mais certes, l'argent est toujours là. Et puis derrière, avec un petit branding, avec Netflix, avec une bonne stratégie de communication, on peut faire quelque chose avec ça. Mais MHD, qu'est-ce que vous voulez faire avec MHD? Pour revenir à la copine de MHD, moi, je ne vois que des signes alarmants. Je n'ai pas assez d'informations pour faire ou établir son analyse psychologique, mais je vois des signes de faiblesse psychologique.
soit une cellule familiale bancale, soit des carences psychologiques parce qu'elle a ce besoin de prouver aux autres qu'elle est loyale, puisqu'elle a eu en fait, elle a ressenti ce besoin de venir sur les réseaux sociaux pour affirmer justement sa loyauté par rapport à MHD. Je vois des carences affectives, je vois des problèmes psychologiques, mais enfin, soit ce n'est pas à moi d'en parler, cela ne me concerne guère. Mais pour revenir aux femmes qui décident d'attendre leur homme qui sont en prison, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. D'abord parce que la personne que vous quittez aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de la retrouver à sa sortie. C'est-à-dire que la prison a tendance à alterner la personnalité en fait de l'individu qui est incarcéré. On ne sait pas comment est-ce que la personne sera à sa sortie. Donc vous prenez un risque qui est démesuré en fait tout simplement. Parce que vous ne savez pas comment elle sera. Vous ne savez même pas si elle vous aimera toujours, si elle aura trouvé une autre personne en prison, si même elle aura changé d'orientation sexuelle, qui sait. Vous n'avez absolument aucune idée de comment le futur sera. Mais vous décidez de parier 12 ans de votre vie en tant que femme. C'est scandaleux pour quelque chose qui est presque hypothétique. Première chose. Deuxième chose, la femme de MHD, la copine de MHD, soit est enceinte, soit a accouché. Est-ce qu'on s'imagine ce qu'est, on va dire, les conséquences psychologiques sur un enfant qui ne grandit pas avec son père, qui va grandir avec un père incarcéré? Le fait d'aller tout le temps au parloir voir cet homme avec un enfant en bas âge, c'est quelque chose de très agressif psychologiquement pour l'enfant. Je mettrai en barre d'infos, si j'ai le temps, des liens en fait vers des études qui ont montré l'impact de la prison sur des enfants en bas âge. C'est une catastrophe, vraiment c'est une catastrophe, c'est une horreur qui n'a pas de nom. Donc faire subir ça à son enfant, je trouve ça assez égoïste. Tout ça au nom de quoi, au nom de qui, je ne sais pas. Et surtout, en tant que femme, donner 12 ans de sa vie comme ça, c'est tout simplement, c'est qu'on ne valorise pas assez sa propre vie en fait. J'ai l'impression qu'elle fait passer celle de MHD avant la sienne et avant le bien-être même de son enfant. Je trouve ça assez problématique, assez dangereux, mais encore une fois, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que je ne connais pas cette femme. Mais en tout cas, ce n'est pas une décision que moi, à titre personnel, j'aurais prise pour quelque chose d'aussi grave. Comprenez-moi bien, si on parle de maladie, ou alors si on parle de prisonnier politique et qu'il y a une véritable raison valable à cet emprisonnement, oui, mais ici ce n'est pas le cas. On parle de barbarie, ici on parle de meurtre. Donc il n'y a absolument aucun prestige, il n'y a absolument aucune fierté à tirer de tous ces actes. Enfin, dernière chose que je tenais quand même à souligner, c'est que ce genre de comportement n'arrive que dans les communautés noires, avec des femmes noires. Vraiment, on a assimilé de manière subconsciente que la femme noire, c'est une femme qui est au-delà, en fait, de la douleur, qui est plus forte que la douleur. Une femme qui est prête à tout supporter. On a vu le cas avec Winnie Mandela, on a le cas ici avec MHD. Il n'y a que la femme noire qui soit assez forte pour supporter ce genre de bêtises. Je connais très peu de femmes maghrébines ou caucasiennes ou même juives qui vont accepter ce genre en fait de situation. C'est très peu probable parce qu'on apprend à ces jeunes femmes tout simplement à se privilégier, à se prioriser aussi et à passer en fait leur bien-être avant le bien-être de l'autre. Et ça, c'est peut-être aussi un enseignement qui serait pas mal pour les femmes noires de pouvoir enregistrer et intérioriser. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker et également commenter la vidéo. On se dit à très bientôt.